Eh bien, rebonjour, hein. Nous allons donc démarrer ce webinaire Calliope, maîtriser les fondamentaux et anticiper les évolutions. Alors, Marc, comment te portes-tu aujourd'hui? Très bien, donc oui, vous retrouvez les deux mêmes, hein, comme à chaque fois. Raphaël à ma gauche et donc Marc Berger, toujours auditeur et en charge du développement. Et Raphaël, Eh bien, pareil, hein. 4 années d'expérience en tant qu'auditeur qualité, chargé du système de management ici à l'ISQ. Et puis voilà, un webinaire, on fait un peu tout, quoi. voilà, allez, un couteau suisse de plus à l'ISQ, C'est ça. magnifique. Donc on va passer à peu près 1 heure, on laissera bien évidemment du temps en fin d'intervention pour répondre à vos questions, des thématiques déjà évoquées pour certaines. Bien évidemment, on va réenfoncer le clou sur certains éléments à la vue de ce que Mhm. l'on peut observer, constater lors des premiers audits de renouvellement que nous avons pu mener ou notre équipe d'auditeurs. Alors, première partie, Raphaël, on va en fait commencer par la cartographie. Qu'en est-il aujourd'hui de ces NDA actifs en France et du nombre de certifiés? Alors effectivement, comme on l'avait un petit peu prédit, hein, l'histoire de l'année précédente s'est répétée. Donc on a vu en début d'octobre les campagnes de caducité qui ont été menées. Et donc le chiffre est tombé. Un nombre de NDA, on est à 117 578, hein, soit 7 400 de moins par rapport à notre dernier comptage de septembre. Et quant aux certifiés Calliope, on a également perdu 1405 certifiés Calliope au dernier comptage. Donc ces certifiés-là doivent prendre des mesures pour essayer de réactiver leur certification, leur NDA. Sinon, nous sommes toujours 37 certificateurs et 8 instances de labellisation répartis dans toute la France avec, comme à l'accoutumée, la région Île-de-France et la région Aura qui mènent la danse des certifiés Calliope. Donc, en fait, hein, juste pour précision quand même, c'est vrai que 7451 NDA qui sont donc frappés de caducité ou qui ont disparu et les 1405 font partie des 7400. Les deux chiffres ne s'associent pas. Et ça veut bien dire quand même qu'il y a 1405 certifiés qui aujourd'hui n'ont plus accès au marché des fonds publics. Et donc, pourquoi y a-t-il autant de NDA caducs en ce moment? Alors, c'est vrai que alors, il y a plusieurs explications. La première, il se peut que certains de nos prestataires eh bien, aient simplement oublié de déclarer leur bilan pédagogique et financier. C'était au mois de mai dernier, même si normalement la loi vous dit que c'est avant fin avril, mais vous avez eu un délai de prolongation. Il se peut que la déclaration n'ait pas abouti. Donc là aussi, un premier point de vigilance, s'assurer que votre déclaration va bien être transmise, vous avez bien un accusé réception. Il se peut aussi que le BPF que vous avez déclaré ne fasse ressortir aucune activité formation parce que simplement ce n'est pas votre activité principale. Il n'y a rien n'a été mené sur l'année comptable de référence et donc BPF dit à zéro ou simplement parce que certains ont peut-être arrêté également leur activité de formation. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les campagnes de caducité sont menées par les DRETS et la DRIET, ça c'est pour l'Île-de-France, une fois par an, généralement au mois d'octobre-novembre. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait encore plus de NDA qui soient frappés de caducité, puisque nous ne connaissons pas quelles sont les régions, même si on peut avoir une idée, qui ont mené toutes ces campagnes. L'Île-de-France, c'est sûr, c'est fait. Haut-Rhin, normalement, est fait. Et je crois aussi que la Nouvelle-Aquitaine a dû aussi mener, puisque l'année dernière, on était monté à près de 9000 NDA caducs. Et donc, pour rappel, tu avais contacté des DRETS pour avoir un petit peu d'informations sur comment ça se passait au niveau des NDA. Tu avais pu poser certaines questions, notamment est-ce qu'un OF peut continuer à déployer les actions initiées avant la notification de la caducité? Alors, c'est vrai qu'on avait sollicité, hein, compte tenu de toutes ces difficultés des DRETS, et en fait, c'était même remonté à la DGEFP directement qui nous a répondu. Donc, est-ce que je peux continuer à déployer une action? Oui, les actions engagées avant la caducité peuvent être conduites jusqu'à leur terme. Donc, ça veut dire que ça ne met pas en danger vos financements dès lors que vous avez obtenu l'accord de prise en charge avant la caducité. Et quid des financements publics qui ont été pour des actions mises en œuvre avant la caducité du NDA et si je n'arrive pas à récupérer mon NDA? Alors, en fait, les financements sont acquis pour les actions engagées et non terminées avant la caducité. Donc, là aussi, pas de risque de trésorerie. Et quant au financement public des actions validées par des prises en charge,
mais non mise en œuvre et que la caducité du NDA est prononcée. Est-ce qu'on peut quand même le faire? Eh bien, justement, là, il y a quand même une différence, hein, c'est que si les actions n'ont pas été mises en œuvre, normalement, vous ne devriez pas pouvoir les engager, bien évidemment. Alors, toujours est-il, hein, si tant est que vous soyez contrôlé, mais normalement, vous n'avez pas le droit. D'accord. Et tant que mon NDA est, dirais-je, bloqué ou inexistant, est-ce que je peux continuer à travailler, à contractualiser? Alors là, c'est même, là, c'est en fait je dirais encore plus grave. Dès lors que votre NDA est frappé de caducité, vous n'avez plus le droit de contractualiser sur des actions de formation professionnelle. Ça, c'est vraiment interdit. Et le risque, je crois qu'on en parle un peu après, mais de l'ordre de 4 500 euros comme chaque amende pour ce qui est de la formation. Très bien, merci. Et l'absence d'activité entraînant la caducité est-elle d'un ou de 2 ans? Alors là aussi, on avait posé la question puisqu'on s'aperçoit, et le ministère l'a confirmé, il y a en fait deux interprétations. La loi précise que dès lors que vous n'avez pas eu d'activité pendant un an, votre NDA doit être frappé de caducité. Il semblerait que certaines DRET, donc en région, certaines acceptent 2 ans de non-activité de formation. Là aussi, bien évidemment, ça concerne essentiellement les prestataires dont la formation n'est pas l'activité principale. D'accord. Et tu en as parlé plus tôt, mais alors quel est le risque si je continue à exercer mon activité malgré que mon NDA soit frappé de caducité? Alors là, j'insiste, hein, il y a la sanction pénale, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est aussi demande de remboursement des sommes versées par le financeur. C'est ce qui avait été précisé. Maintenant, pour ceux qui auraient des actions de formation non pas professionnelles, mais plutôt dites de loisirs, typiquement une initiation au dessin, ça fait référence à une entreprise que je connais bien, et bien là, dès lors que c'est sur des particuliers et sans visée professionnelle, le défaut de NDA vous permet quand même de continuer l'activité. D'accord, merci. Et comment et par quels moyens je peux savoir que mon NDA a été frappé de caducité? Alors, on va revenir sur comment voir si mon NDA est actif ou pas. Par contre, le point important ici, et on va rappeler au moins 2 fois, je pense, dans l'intervention, les DRETS ne vous informent pas de la caducité de vos NDA, donc vous n'êtes pas informé, et c'est généralement plutôt les certificateurs ou les financeurs publics qui vont s'apercevoir que vous avez disparu des listes. C'est la petite surprise. C'est la petite, oui, une petite grosse et mauvaise surtout. C'est ça. Et que puis-je faire si justement mon NDA est frappé de caducité et si je disparais du coup de la liste des certifiés? En fait, il y a un réflexe. Alors, on avait déjà évoqué la semaine dernière, mais de toute évidence, il faut répéter tout ce qui est important au moins 4 fois. C'est le mois dernier. En fait, vous avez un point de vérification que vous pouvez mener tout seul, en toute autonomie. Vous allez sur Google, vous saisissez ListOF et vous allez tomber sur le fameux site data.gouv. Et là, vous avez 2 moyens de vérification. Vous pouvez d'abord télécharger le fameux fichier Excel et faire une recherche de votre NDA sur le fichier Excel qui regroupe l'ensemble des NDA actifs. Si votre contrôle F couplé à votre saisie du numéro de NDA eh bien, ne fait ressortir aucune ligne, ça veut dire que votre NDA est frappé de caducité. Vous pouvez aussi, sinon, il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on a présentée, je pense, juste un petit peu avant l'été. Vous pouvez aussi consulter l'annuaire des entreprises. Notre conseil ici, c'est que vous fassiez en fait les 2 manipulations parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas une synchronisation entre les 2 sources d'information. Ouais. Donc le moteur de recherche pourrait vous faire sortir comme certifié alors que vous avez pour autant disparu de la liste Excel, donc à vérifier. Et derrière ça, si vous ne trouvez pas votre entreprise et votre NDA sur ces 2 listes-là, il y a 2 choses à faire. La première, nous interroger pour savoir si, en tant que certificateur, nous avons prononcé une suspension, un retrait de certification, ce qui pourrait être une explication potentielle, en sachant que nous, on ne touche pas au NDA, on va simplement retirer votre certification, la suspendre, et surtout, vous devez vous rapprocher dans les plus brefs délais des DRETS régionales ou de la DRIETS Île-de-France pour savoir ce que vous devez faire pour pouvoir réactiver ou peut-être même d'ailleurs recommencer une démarche pour obtenir un nouveau numéro de déclaration d'activité. Ah bien, merci Marc pour ces éclaircissements quant au NDA, aux campagnes de caducité qui pourront peut-être en aider plus un. Maintenant, au niveau de l'audit de surveillance, ça y est, on est déjà bien mi-octobre, donc le 1er septembre, l'échéance qui était de l'arrêté du 31 mai est passée.
un petit rappel sur qu'est-ce que nous disait cet arrêté. Oui, c'est alors un point important sur la durée, bien évidemment, pour tous les organismes qui ont mis en œuvre leur audit initial, essentiellement en 2022, et qui n'auraient pas encore mis en œuvre leur audit de surveillance, eh bien, depuis le 1er septembre, nous savons que pour les nouveaux entrants, il y a une majoration d'une demi-journée qui est imposée. Alors ça, c'est la première évolution. L'autre évolution, c'est que la majoration pourrait être supérieure puisque les certificateurs doivent aussi prendre en compte votre dernier BPF. Donc, si vous passez une tranche de moins de 150 000 euros à plus de 750 000 euros, eh bien, vous allez en fait avoir une majoration du fait de votre chiffre d'affaires, plus une majoration d'une demi-journée puisque vous étiez nouvel entrant. Et alors, cette majoration s'appliquera aussi à tout prestataire qui souhaite s'engager demain dans le processus de certification et qui pourrait mettre en œuvre son audit initial dans les mois à venir. Eh bien, lors de l'audit de surveillance, cette majoration continuera à s'appliquer demain. Ce n'est pas que ceux qui ont déjà eu leur audit initial. Exactement. Et autre chose également, c'est au niveau des indicateurs de l'audit dans son ensemble. Qu'est-ce qui change par rapport à hier et aujourd'hui? Alors c'est vrai que on a voulu réinsister là-dessus puisqu'on a eu quand même quelques retours depuis la mise en œuvre des audits de surveillance depuis le 1er septembre. Il y en a encore quelques-uns bien sûr à conduire. Il est vrai qu'aujourd'hui, le texte de loi précise qu'il y a certaines règles à respecter. Alors, premier point quand même, il faut savoir que selon le temps, l'auditeur peut tout à fait décider d'auditer l'ensemble des indicateurs indépendamment de ce que précisent les textes. Donc ça, c'est le point important. C'est là où il y a peut-être un petit peu la confusion. Maintenant, que dit la loi? Eh bien, en fait, la loi dit que tous les indicateurs pour lesquels il y a eu des non-conformités à l'audit initial doivent être audités. Tous les indicateurs associés à une non-conformité majeure potentielle, et ça vous retrouvez cette précision dans votre guide de lecture, la fameuse V7 toujours en vigueur, eh bien, doivent être audités. Les indicateurs 1, 17, 19 et 3 s'ils sont applicables. Les indicateurs non audités si l'audit initial a été aménagé, donc on va repartir sur presque tout. Et les indicateurs pour les nouveaux entrants lors de l'audit initial, mais forcément l'audit pour un nouvel entrant, on va aller regarder tout ce qui est applicable en termes d'indicateurs. Très bien, ok, merci Marc. Et maintenant, on va parler de l'audit de renouvellement, qui est un peu l'actualité maintenant en cette fin d'année 2023 et pour l'année 2024. Donc, cet arrêté a un peu confirmé l'approche que l'on avait prévue il y a quelques mois déjà. Oui, c'est vrai, l'arrêté précise bien, donc c'est l'arrêté du 31 mai dernier. Le renouvellement de la certification suppose la réalisation d'un audit de renouvellement sur place, donc on est bien en présentiel, avant l'échéance du certificat. Et c'est ça qui est important dans des délais compatibles avec la levée avant l'échéance du certificat des non-conformités majeures éventuelles. Donc c'est pour ça que sur cette petit rétro-planning, il faut prendre la date d'édition et en tous les cas la date d'échéance qui figure sur votre certificat. Et se dire, eh bien, entre la levée des non-conformités et l'échéance, il faut quand même laisser un petit peu le temps à l'ISQ, à l'auditeur d'échanger, donc on va compter une dizaine, quinzaine de jours. La loi nous dit une non-conformité majeure, c'est 3 mois pour mettre en place un plan d'action et surtout le mettre en œuvre. Et donc, mais rajoute, cette fois-ci c'est nouveau, c'est l'arrêté du 31 mai, il y a également 1 mois qui est accordé aux auditeurs pour aller observer la mise en œuvre de vos plans d'action. Donc, on est bien à 3 plus 1, ça fait 4 mois. Et là aussi, entre le début de ce délai de 4 mois et l'audit, eh bien, il faut quand même que l'ISQ ou votre certificateur vous adresse vos fiches de non-conformité. Donc, il y a aussi une petite quinzaine de jours. Eh bien, 4 mois plus 2 fois 15 jours, on est bien sur 5 mois. Donc, idéalement, votre audit devrait être mis en œuvre. 5 mois, 6 peut-être un peu juste, pas un peu trop, mais 5 mois, c'est sûr, et 4 mois à minima avant la date d'échéance qui figure sur votre certificat. Très bien. Et donc, pour illustrer ça, tu as un petit exemple avec des vraies dates. Oui, avec des vraies dates. On en a pris une qui est très, très volontaire. C'est-à-dire que si l'échéance qui figure sur votre certificat est l'échéance du 30 mars prochain, en 2024, eh bien, normalement, votre audit devrait être déjà programmé et devrait même avoir lieu, idéalement, le mois prochain, au mois de novembre, voire peut-être décembre ou plus tard. Donc, si rien n'est programmé aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà en retard. Alerte générale. Alerte générale, comme disait une personne dans un film. Bonjour à Monsieur Luc Besson. C'est ça.
Et donc, il y a également un autre objectif, c'est plutôt au niveau d'étaler ces audits, parce qu'après, il y aura encore un autre audit de surveillance. Donc, plus on anticipe, plus cet audit de surveillance sera loin, entre guillemets. Voilà, alors ce qu'il faut voir, c'est que de très nombreux prestataires, en fait, ont repoussé la mise en œuvre de l'audit de surveillance l'année dernière ou cette année, vraiment à la toute fin, donc on va dire vers le 22e mois ou 28e pour ceux qui étaient concernés. Et ils se retrouvent à devoir gérer et mettre en œuvre 2 audits en 11 mois. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très contents. Donc c'est pour ça qu'on a cette illustration et de vous inviter à mettre en œuvre l'audit de renouvellement 5 mois avant la date d'échéance. Mais ça, c'est les textes de loi qui vous, à défaut de vous l'imposer, vous le recommandent. Et de se dire, eh bien, il faudrait idéalement mettre en fait notre audit de surveillance plutôt le prochain, plutôt au milieu de la période du 14e et du 22e mois, ce qui devrait vous laisser quand même pas mal de temps sans audit. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, ça permet de mieux gérer son temps et ça permet aussi peut-être de pouvoir étaler les investissements financiers liés au financement de ces audits. Et donc, qui est responsable de prendre contact avec qui pour cette programmation? Bon, en fait, on a les deux, mon capitaine, hein. D'une part, l'ISQ va vous inviter officiellement à saisir un dossier de renouvellement 8 mois avant la date d'échéance. Maintenant, de très nombreux prestataires nous sollicitent bien avant ces 8 mois pour pouvoir préprogrammer ou programmer les dates d'audit. Donc, soit vous attendez que l'ISQ vous contacte par mail, soit vous souhaitez devancer l'appel, et à ce moment-là, eh bien, on vous invite à venir auprès de nos services pour qu'on puisse enclencher le processus de programmation au choix. On va revenir un petit peu sur le question-réponse qui a donc été modifié suite à la publication de l'arrêté du 31 mai. Et ce question-réponse revient un peu sur la définition d'un site. Qu'est-ce qu'un site qui a pu poser certaines questions à certains organismes? C'est vrai, hein, la notion de site, alors surtout pour l'audit de renouvellement, et en lien aussi, petit clin d'œil à une autre notion, c'est la notion de fausse déclaration. Donc, oublier un site peut être assimilé à une fausse déclaration, donc c'est très important. Et c'est vrai que ce question-réponse mise à jour au mois de septembre dernier, sur la V2, on a illustré, on a identifié quelques questions. La 1.7, par exemple, qui nous précise que le premier critère à prendre en compte pour définir un site Calliope, c'est la présence permanente du personnel. Donc, ça veut dire qu'une salle louée à l'occasion dans un hôtel, un centre d'affaires, un centre de congrès n'est pas considéré comme un site. Et de rajouter dans ce question-réponse, c'est le lieu d'exécution du contrat de travail du salarié. La question 1.5 nous dit également qu'un salarié en télétravail ne représente pas un site. Donc, même si votre responsable commercial, votre responsable pédagogique travaille depuis chez lui, eh bien, son domicile n'est pas assimilé à un site et son domicile ne figurera pas sur votre certificat. La 1.6 nous dit également, autre point essentiel, c'est la notion de présence permanente indépendamment de la durée du temps de travail du salarié. Donc, un salarié à mi-temps, à quart-temps, à tiers-temps, qui a cette présence permanente sur un site, eh bien, permet de définir cette localisation comme un site Calliope. Et enfin, la question 1.15 nous précise que tous les sites déclarés figurent sur votre certificat, par contre, sans précision des catégories d'actions que vous prestez sur ce site. Donc, c'est vrai que là, on ne va pas aller voir le détail. D'accord. Merci Marc pour ces précisions. Maintenant, un autre point à clarifier qui concerne l'extension de site, qui pourrait, certains ont peut-être pas bien interprété les changements, qui sont quand même, pour certains cas particuliers, un grand bouleversement par rapport à ce qu'on avait avant. Oui, oui, oui. Et je remercie d'ailleurs un petit clin d'œil à Rosa et Jimmy qui ont permis de me replonger une nouvelle fois dans les textes. Donc, vous avez en fait l'arrêté du 31 mai 2023. En fait, nous précise qu'il y a bien 2 catégories d'organismes de formation lorsqu'on va parler d'extension de site, donc d'adjonction d'un site un certificat. Il y a 2 lignes dans l'article 6. C'est vrai que ce n'est pas forcément celles qui vont sauter aux yeux, mais qui nous précisent quand même que si un organisme certifié sur un seul site, donc un organisme monosite,
étend son activité sur un ou plusieurs sites, l'organisme satisfait un nouvel audit initial, conformément aux modalités d'audit d'un organisme multisite. À cet effet, un nouveau contrat est conclu avec l'organisme certificateur. Donc déjà, premier point important, dans une perspective de développement commercial de vos activités, si vous êtes un organisme monosite et que vous souhaitez créer un ou plusieurs sites, eh bien, vous allez tout devoir recommencer. Vous allez repartir sur un audit initial. Avant cet arrêté, on pouvait procéder à une extension de site. Aujourd'hui, on va le faire, mais simplement en recommençant par un audit initial, donc qui sera beaucoup plus lourd à gérer. Et bien évidemment, ça remettra en question l'échéance de votre certificat, puisque vous allez avoir en fait un nouveau certificat. Donc, on repart vraiment à zéro. Ça, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a deux catégories d'organismes? Tout simplement, c'est que pour les organismes multisites qui souhaitent ajouter un ou plusieurs sites, là, par contre, on va avoir un échantillonnage, et c'est la racine carrée, on la retrouve aussi, ça c'est nouveau, pour déterminer bien, combien de sites seront audités dans le cadre de cet audit d'extension de sites. Voilà, donc il y a les monosites et les multisites, deux choses différentes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette approche? Ça reste relativement logique et conforme à ce que pratiquait d'ailleurs l'ISQ, c'est que lorsqu'on est monosite, au-delà de simplement d'avoir des sites en plus, vous avez un prérequis indispensable à devoir démontrer, c'est que vous avez une fonction centrale. Donc je suis monosite, demain j'ai 2, 3 ou 4 sites, au-delà de faire un audit d'extension, mais vous allez d'abord devoir, lors de l'audit, démontrer que vous avez bien une fonction centrale qui existe, qui a autorité pour mettre en œuvre un certain nombre de choses et qui assure un contrôle régulier et permanent et qui est garante en fait du respect du RNQ sur l'ensemble des sites portés par votre NDA. Donc c'est ce qui explique, je pense, en tous les cas, la décision qui a été prise de tout recommencer à zéro. Eh ben, merci Marc, hein, c'est important, j'imagine, pour certains, quant à la réflexion de quand ajouter un nouveau site, à quel moment. C'est important d'avoir ces idées en place. En fait, la réflexion de Raphaël est pertinente, puisque si vous arrivez à une période d'audit de renouvellement, on pourrait justement supposer que le meilleur moment pour, si je suis monosite, pour faire une extension de site, c'est de cumuler ça avec mon audit de renouvellement, puisqu'en fait, c'est un nouvel audit. Si vous faites un audit de renouvellement et que 3 mois après, vous avez un nouveau site, vous allez en fait quasiment faire 2 fois en 3 mois des audits initiaux. Ouais. Alors, cet arrêté, encore lui, a apporté des nouveautés, notamment quant à l'échantillonnage. Est-ce que je peux savoir en avance quelle action l'auditeur va regarder? Non, que nenni, rien du tout. Normalement, on était un peu surpris en tant que certificateur qu'il y ait cette précision dans les textes, puisque normalement, la norme nous précise bien qu'on est sur un échantillon aléatoire et qu'on ne peut pas le communiquer avant, mais au moins maintenant, c'est gravé dans le marbre. Donc, l'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit. On ne peut pas préparer donc quelques actions. C'est pas comme au bac, on ne peut pas faire on peut pas faire de passe ou d'impasse. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans le déroulé, l'auditeur va mener la réunion d'ouverture, il se présente, rappelle le contexte réglementaire, fait un tour de table et d'écran pour ceux qui seraient potentiellement connectés à distance. L'organisme se présente et derrière ça, l'auditeur va ensuite bien décider quelles seront les actions qu'il va observer. Donc, vous ne pouvez pas les préparer en amont. Exactement. Et est-ce que je suis obligé d'avoir démarré l'activité pour être certifié sur une catégorie? Alors là aussi, en fait, c'est un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui dans le texte du 31 mai que, en fait, la mise en œuvre d'une action relevant de chaque catégorie d'action concourant au développement des compétences concernées est un prérequis pour le déclenchement de l'audit. Donc, on va auditer bien évidemment des processus, des process, mais aussi, surtout, il faudra qu'on ait une preuve de mise en œuvre. Pour autant, il y a quelques précisions, c'est-à-dire que sur un audit de surveillance, si vous n'avez pas eu d'action depuis l'audit initial, l'auditeur a le droit de réauditer les processus, voire l'action qui avait déjà été auditée. Par contre, pour l'audit de renouvellement, là, vous allez devoir démontrer que vous avez bien une nouvelle action qui a été mise en œuvre depuis le dernier audit de surveillance. Sinon, vous ne pourrez pas être certifié sur cette catégorie pour défaut de mise en œuvre. Très bien, merci Marc. Et pour les multisites, est-ce qu'on peut par contre savoir en avance quels sites vont être audités?
Oui, alors en fait, bien évidemment, hein, c'est essentiel. Les certificateurs vont devoir travailler avec le prestataire multisite en amont pour définir quels sont les sites, alors issus de la racine carrée, bien sûr, hein, du Oui. nombre de sites, parce qu'il faut que les sites soient représentatifs. Donc, on ne va pas prendre forcément les plus gros. Mhm. On pourrait imaginer prendre des sites de taille différente pour qu'ils soient bien représentatifs de l'activité du prestataire. Et autre élément important aussi qui va conditionner le choix des sites, c'est les catégories d'actions pour lesquelles vous souhaitez être certifié et les catégories d'actions présentes sur les sites. Oui. Et aussi de s'assurer que dans les sites choisis, on va bien avoir, par exemple, des formations qui ont une certification enregistrée RNCP, parce que je ne peux pas ne pas auditer les indicateurs 3, 7, 16 en Oui. choisissant mal mes sites. Donc, il y a un vrai travail qui est fait en amont pour les multisites. Oui. Un travail de coordination. Et donc, encore une fois, on revient à ce question-réponse qui précise qu'est-ce qui pourrait être pris dans l'échantillonnage des actions. Alors, c'est vrai que c'est souvent une question récurrente, hein. Jusqu'à quand va remonter l'auditeur? Est-ce qu'il va falloir que je descende à la cave chercher 3 palettes de dossiers? Est-ce qu'il faut que je ressorte tout ce que j'ai enregistré sur un disque dur externe? L'idée ici, c'est que, en fait, pour l'audit de surveillance, la période, c'est entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc, la déduction qu'on peut faire de cette réponse dans la question 5.4, c'est que pour l'audit de renouvellement, on va regarder essentiellement ce qui s'est passé entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Et nous savons ici, hein, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, on sait que ceci peut présenter des difficultés pour la VAE et aussi pour la formation pour les groupes d'éducation, où on sait qu'il y a de moins en moins de contrats pro. Donc, s'il n'y a pas eu de VAE et ou pas eu de contrat pro depuis le dernier audit de surveillance, potentiellement, vous risquez de ne pas pouvoir maintenir votre certification. Et autre point aussi important, et là issu d'un audit, question 9.9, on rappelle, et en tous les cas, le question-réponse le fait pour nous, l'audit porte sur l'ensemble des actions indépendamment de l'origine du financement. Donc, lorsque vous êtes audité Calliope, on ne va pas aller auditer uniquement les prestations qui sont financées sur des fonds publics ou mutualisés. Ce n'est pas uniquement du financement de ministère, ce n'est pas uniquement un financement région, ce n'est pas uniquement le CPF, ce n'est pas uniquement les OPCO. On peut bien évidemment aller auditer des actions de formation dès lors qu'elles sont de la formation professionnelles, si elles ont été financées à titre particulier et ou par une entreprise en direct sans cofinancement d'un OPCO. Très bien. Merci Marie d'avoir rappelé ces éléments. C'est mon tour maintenant. Oui, c'est important parce que là, on est très, très souvent interrogé hein, sur qui m'a outil, quel site, de les regarder quelle action, est-ce que je prépare que ce qui a été sur le CPF. Donc là, vous avez tous les éléments de réponse, ce qui démontre bien que Calliope, certification de processus, et que les processus doivent être mis en œuvre indépendamment des process. Il n'y a pas de discrimination dans votre mode de fonctionnement. Et alors maintenant, allez, on change un petit peu parce que je commence à avoir un petit peu la bouche pâteuse à trop parler. Alors Raphaël, quand même, vérification du logo Calliope. Déjà, on va commencer par ça. Qu'en est-il? Qu'est-ce que je peux utiliser ou je dois utiliser? Exactement. Alors, que ce soit audit de surveillance ou audit de renouvellement, l'auditeur va toujours vérifier l'utilisation du logo. Donc, le logo Calliope va d'abord vérifier que vous utilisez le bon logo. Donc, le logo avec le bandeau Marianne plus République française, qui est le logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020. Ça commence à faire un bon paquet d'années maintenant. Pourtant, on voit encore des fois l'ancien logo qui traîne de temps en temps. Si, c'est possible. Il n'est toujours pas mis à la cave, celui-là. Et le logo tout seul, ça ne suffit pas. Il faut préciser pour quelle catégorie d'action vous avez été certifié. Donc, il y a une phrase toute simple à mettre qui est la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'action suivantes. Et donc, vous listez si vous êtes bilan de compétences, vous mettez action de formation, bilan de compétences. Et voilà, comme ça, l'auditeur, il sera content. Faites plaisir à l'auditeur. Maintenant, on nous rappelle avec ce nouvel article 1 du dernier arrêté quelques nouvelles obligations. Exactement. Des nouvelles obligations d'affichage, mais pas du logo, c'est le certificat cette fois qui est concerné. Donc j'imagine que c'est dans l'optique de mieux savoir qui vous a certifié. Hein. Précédemment, vous ne pouvez pas savoir qui était le certificateur qui avait certifié tel organisme ou tel organisme. Maintenant, tout le monde pourra avoir l'information, les financeurs, les candidats, la DGEFP elle-même.
parce que maintenant, vous devez obligatoirement afficher votre certificat dans vos locaux et sur votre site Internet. Et si vous n'avez pas de site Internet, vous devez démontrer que vous êtes en mesure de transmettre une copie de ce certificat à toute personne qui en ferait la demande. Oui, alors là aussi, d'un point de vue pratique, le certificat doit être affiché dans tous les locaux qui figurent sur votre certificat, donc dans tous les sites. Maintenant, si vous deviez animer des formations dans un hôtel, vous n'êtes pas supposé prendre votre cadre avec un cadre avec le certificat et l'afficher dans la salle. Il faut que ce soit affiché uniquement dans les locaux ou les sites qui apparaissent sur votre certificat. Ça, c'est important, bien évidemment. Et point de vigilance, Raphaël, Oui. il va falloir changer son certificat à un moment ou à un autre, parce que celui qu'on va observer aujourd'hui ne sera pas forcément le même demain. Exactement. Donc, s'il y a une mise à jour de votre certificat, pensez bien à le mettre à jour. Mettez la dernière version qui vous a été transmise par l'ISQ certification. C'est celle-là qu'il faut afficher. Il nous arrive parfois de voir le premier que vous avez eu, même si après il y a eu des évolutions. Pensez à bien mettre la dernière version de votre certificat. Et préparez-vous à changer dès lors que vous recevrez votre certificat une fois le renouvellement validé. Ouais, et bien que évidemment. après. Voilà, que après. Alors, les non-conformités, bien tiens, on va laisser la parole à Raphaël, tiens, c'est pas mal ça. Qu'en est-il de ces non-conformités majeures alors? Alors, l'arrêté a maintenant précisé des informations qui étaient déjà dans le guide de lecture, mais cette fois, la DGEFP a préféré l'inscrire noir sur blanc sur son arrêté. Donc, c'est des choses qui étaient déjà en place avant, mais maintenant, voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est que l'auditeur peut minorer ou majorer certains indicateurs en fonction de la gravité, notamment les indicateurs qui sont ici, le 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 32, et les chiffres du loto de la semaine prochaine. Et quant à d'autres indicateurs, malheureusement, ils ne peuvent être que des non-conformités majeures. Ceux qui ne sont pas ici, et ben, ça sera malheureusement que des mineurs, que des majeurs, pardon. Ah, voilà, il a un petit peu de mal, hein, nous sommes, Ouais, j'ai pas l'habitude, il a besoin de déjeuner. Donc, si on synthèse, un auditeur peut majorer une non-conformité mineure, mais ne peut en aucun cas minorer une non-conformité majeure inscrite au guide de lecture. Voilà. Et alors, 3 plus 1, c'est quoi ça? La précision 3 plus 1, alors c'est que précédemment, il y avait 3 mois, mais dans les 3 mois, on comptait une petite marge de manœuvre pour l'ISQ pour qu'ils puissent vérifier les plans d'action que vous avez proposés. Maintenant, vous avez 3 mois tout rond pour nous transmettre le plan d'action et les preuves de mise en œuvre de ces plans d'action. Et nous, derrière, l'ISQ, en cohabitation avec l'auditeur, on aura ensuite 1 mois pour vérifier que vos plans d'action sont corrects et permettent effectivement de lever la non-conformité majeure. Ça fait donc bien sûr écho aux 4 mois que nous avons évoqués dans le calcul de votre rétro-planning de programmation de votre audit de renouvellement. Bien évidemment, 4 mois, c'est la durée maximale. Vous pouvez présenter, mettre en œuvre un plan d'action dans un délai beaucoup plus court, et au même titre que l'auditeur n'a pas forcément à attendre 1 mois pour aller observer. Maintenant, il faut quand même aussi se dire qu'avec le nombre de volumes, avec le volume d'audits de renouvellement qui vont être mis en œuvre, il est fort à parier que les auditeurs risquent de prendre quand même ce mois pour contrôler, parce qu'ils vont avant tout être en audit plus qu'en train de contrôler les plans d'action et leur mise en œuvre derrière. Et alors, Marc, quels éléments seront audités lors de cet audit de renouvellement? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est chacun aura son audit. Et il n'y a pas un audit, bien évidemment, qui pourrait être commun à tous. On va prendre en compte les évolutions du prestataire. Typiquement, il va falloir qu'on s'assure que si vous ne faisiez pas de ticket RNCP hier, eh bien, on va aller auditer des actions si vous en proposez aujourd'hui. Vous gagnez là 3 indicateurs. Vous ne faisiez pas appel à la sous-traitance hier, vous faites appel à la sous-traitance aujourd'hui, eh bien, on va devoir aller auditer l'indicateur 27 pour lequel vous n'auriez pas été audité. On va bien sûr, et l'auditeur va s'appuyer sur les audits précédents, audits initiaux, d'extension ou de surveillance. Bien évidemment, au-delà d'aller voir, ça c'est commun à tous, la bonne utilisation du logo de la marque et l'affichage du certificat. Et ce qui est sûr, et là aussi ça ne changera pas, on va bien parler d'audit présentiel et d'audit complet. Seuls, je crois, les sites à l'étranger peuvent être audités de mémoire à distance, dans le cas d'un audit initial.
Alors, dernière partie, anticiper les évolutions. Exactement. Ouais, on aurait aimé avoir des choses beaucoup plus concrètes à dire, puisqu'on est toujours en fait sur notre fameux projet de décret en lien avec la sous-traitance, hein, puisque la loi du 19 décembre 2022, c'est bientôt faire un an, bien avait prévu un certain nombre de choses et qu'on sait qu'on attend la publication de ce décret qui devrait être, j'ai bien mis en gras et on parle au conditionnel, être applicable au 1er janvier 2024 avec un certain nombre de contraintes. Il n'est pas sorti, même si on peut supposer que le projet ne devrait pas trop évoluer, mais et encore, hein, entre l'arrêté du 31 mai, ce qu'on a vu au mois de janvier, il y a prévu de sacrées évolutions. Donc, on va avoir du mal à tirer des conclusions. Ce qui est sûr et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le projet de décret va préciser la portée de deux dispositions en fait, qui sont prévues dans la loi du 19 décembre. Hein. Le sous-traitant devra être certifié Qualiopi, à l'exception des personnes physiques appliquant le régime des auto-entrepreneurs, dont le seuil est actuellement plafonné à 77 000 euros. Et on parle aussi hein, de l'obligation d'être habilité au RNCP ou RS pour le sous-traitant. Donc, on va essayer de voir comment tout ceci va se mettre en œuvre. Je pense que, faute de décret aujourd'hui, on pourrait supposer une certaine bienveillance de l'administration et peut-être de décaler la mise en œuvre à peut-être au moins au-delà du premier trimestre 2024. Oui. À voir, ce n'est pas gagné. Parce que si vous allez devoir vous adapter, nous aussi en tant qu'auditeurs et certificateurs, nous allons devoir nous adapter, puisque si nous sommes sollicités demain par des sous-traitants pour être audités pour obtenir la certification nationale de qualité Qualiopi, on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre d'indicateurs vont être difficilement auditables et ou applicables. Donc peut-être que ceci pourrait expliquer le retard. Et c'est vraiment simplement un avis de ma part qui n'a pas valeur d'évangile. Qu'est-ce qui prévoit ce projet de décret Alors, concrètement? le projet est intéressant parce que quelque part, il fait aussi écho à l'indicateur 27 hein, qui parle de la sous-traitance. On nous dit que le contrat de sous-traitance devra préciser un certain nombre de choses. Alors, il y a déjà une certaine réglementation qui existe sur la sous-traitance, mais là, normalement, on devrait avoir l'intitulé, l'objectif, le contenu de la prestation, les moyens humains, pédagogiques, techniques prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement de suivi, de justification, d'évaluation, de sanction de la formation, prix et modalités de règlement, interdiction de sous-traiter auprès d'un OF en période de déréférencement temporaire, bien évidemment, et puis le C à réaliser sur mon compte formation ne devra pas dépasser un pourcentage de sous-traitance. Donc c'est tout ça que nous attendons, puisque tous les arrêtés et décrets ne sont pas sortis. Ce qui nous permet en fait d'arriver avec une petite conclusion, hein, puisque j'ai pu assister il y a 2 semaines de cela à une journée d'information. Ils appellent ça information, mais qui peut correspondre un petit peu pour partie à de la formation proposée par la DRIET Île-de-France aux nouveaux organismes de formation. En fait, la personne qui est intervenue, qui était inspecteur du travail de son État, pour lui, en fait, dans la formation, il y a deux catégories. Il y a les formateurs dits salariés, donc CD2I, CDU, CD2, enfin tout ce que vous voulez, CDD. Et dès lors que l'intervenant n'est pas un salarié, il ne peut être que sous-traitant. Donc, lorsqu'on entend, ah bah nous, on utilise des vacataires, on a, bon, bref, pour lui, ce ne sont que des points de vocabulaire, mais en fait, tout, tout ce qui n'est pas salarié relève de la sous-traitance. Et je sais que ça a fait débat lors d'audits où certains nous disaient, mais moi, j'ai pas de sous-traitant, j'ai des vacataires. Eh bien non, au regard de l'inspection du travail, un vacataire va être considéré comme un sous-traitant. Et donc, on va bien devoir appliquer l'indicateur 27, strict minimum. Et on sait qu'on va aussi peut-être toucher ces éléments-là de sous-traitance avec un peu de l'indicateur 17, un petit peu de 18, un petit peu de 21, et nous aurez un cocktail exceptionnel. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés à la fin et nous avons toujours en back-office Louis qui normalement gère les questions, a peut-être répondu à certaines d'entre elles pendant notre intervention. Et nous sommes à ton écoute, Louis. Je suis là, je suis là. Oui, j'ai répondu à certaines questions, mais j'en ai relevé donc d'autres qui étaient intéressantes. Alors, je vais juste remettre mon petit écran au cas où il y en a qui arrivent. Tac. Donc, concernant, j'ai noté la dernière concernant le décret en attente. On me demande si tous les formateurs en sous-traitance devront être certifiés.
Donc, tu y as partiellement répondu là. Peut-être que tu as un mot à rajouter. Non, enfin, même hier, hein, j'étais à une réunion des acteurs de la compétence. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il est maintenant sage d'attendre de voir la version définitive. Et lorsqu'elle sera sortie, nous pourrons éventuellement même mettre en œuvre un webinaire spécifique pour bien clarifier, ce que ça implique en termes opérationnels pour l'organisme de formation et éventuellement quelle pourrait être l'implication côté certification nationale. Et aujourd'hui, arrêtons de tirer des plans sur la comète et attendons les textes définitifs. Et quid de l'obligation d'avoir un NDA pour les formateurs indépendants, notamment? En fait, un sous-traitant, alors je me fais écho uniquement de l'inspection du travail, hein, donc, mais c'est quand même eux qui sont habilités à mener des contrôles. Dès lors que vous êtes sous-traitant en formation, vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, en fait, ça répond à la question. Ça, c'est l'obligation. Merci. Alors, j'avais une question très intéressante concernant non, la mise en œuvre d'actions entre l'audit de surveillance et le renouvellement. On me demande, donc en prenant l'exemple de la VAE, si nous n'avons pas eu de VAE entre l'audit de surveillance et le renouvellement, sommes-nous éligibles à être audités sur cette catégorie lors du renouvellement? Notre interprétation aujourd'hui est non. Je pense qu'on a dû demander, je crois, confirmation auprès de la DGEFP. Dans les textes, il est précisé aujourd'hui que pour ce qui est de l'audit initial, une action doit être mise en œuvre, que la contractualisation d'une action n'est pas en fait suffisante pour justifier une mise en œuvre. Donc, typiquement, je commence mon activité, j'ai simplement signé un contrat de VE avec Louis, mais il n'a pas commencé son accompagnement. La contractualisation n'est pas en fait une mise en œuvre. On nous précise par contre que pour les actions longues, typiquement lorsqu'on va être sur des contrats pro de l'apprentissage, il faut au moins que l'action ait débuté à défaut d'être terminée. Donc ça, c'est la déduction qu'on va appliquer à l'audit de renouvellement. Eh bien, à notre sens aujourd'hui, s'il n'y a rien eu depuis l'audit de surveillance, vous ne devriez, je vais rester au conditionnel, plus être éligible à la certification sur ces catégories d'actions, faute d'éléments de preuve nouveaux. Merci. Alors, j'ai eu une vague de questions d'un coup quand on a commencé, donc je vais essayer d'aller faire un peu le tri. J'ai des questions pour Raphaël concernant certificat logo. Question à tiroir. Un, est-ce que tous les certificateurs vérifient l'utilisation des logos? Et deux, est-ce que c'est le certificat lui-même qui doit être affiché sur le site Internet? Pardon. Alors la première question, nous sommes censés tous vérifier le logo Calliope. Je ne sais pas si les autres le font, mais nous en tout cas, nous le faisons. Et le deuxième point, le certificat, oui, c'est bien le certificat, donc c'est bien le papier, le document PDF qui est signé avec notre logo qui décrit que l'organisme Marc Verger Formation NDA 168234 est certifié pour les catégories d'action. C'est bien ce document-là que vous devez afficher sur votre site internet. Obligatoirement celui-là. Le logo, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous l'utilisez, il y a les règles de la charte graphique à respecter, mais le certificat, vous êtes obligé de l'afficher. Et à l'affichage, lui, pour compléter ce que dit Raphaël, aujourd'hui, ce que l'on observe, hein, c'est que pour les prestataires qui ont cet Internet, et qui affichent peut-être sur leur page d'accueil ou sur une page dédiée à la qualité, le logo Calliope avec la petite phrase qui va avec, généralement, il suffit de cliquer pour pouvoir télécharger le certificat. C'est ce qu'on va appeler l'affichage. Oui. J'ai des questions maintenant assez spécifiques concernant cette espèce de zone grise entre formateurs indépendants, salariés. Donc, si la formation est dispensée par un salarié en CDI et un intervenant extérieur, est-ce que l'intervenant extérieur est considéré comme sous-traitant? Alors, ce sont des questions spécifiques. Ça me fait dire il serait bien qu'on puisse avoir un de nos conseils pour avoir peut-être une séance spécifique post-décret avec un avocat. En fait, il faudrait voir ce que va. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Si on met 5 avocats, vous aurez 5 réponses différentes. Mais ce qu'il faut voir, c'est
qu'est-ce qui est demandé en fait à l'intervenant extérieur? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il vient simplement être répétiteur? Est-ce qu'il doit concevoir, co-concevoir? On va partir du principe aujourd'hui qu'on serait plutôt quand même sur de la sous-traitance aussi. Merci. Oui, et on pourra rajouter à ce que tu disais, les questions de portage salarial aussi. On me pose des questions. euh, Oui, on pose des questions concernant le portage salarial. Question spécifique VAE maintenant. Si nous n'avons pas mis en place de parcours complet d'accompagnement à la VAE entre l'audit initial et l'audit de renouvellement, mais que nous avons un accompagnement VAE en cours au moment de l'audit de renouvellement, peut-on maintenir cette certification? Si c'est en cours, nous pourrons l'auditer. Tout à fait. Euh, On a un peu de temps. Alors, une question un peu fouillie qu'on va essayer de décrypter. Bonjour, nous sommes éligibles au CPF, donc répertoire spécifique. Est-ce que je vais être audité dessus pour mon audit de renouvellement ou est-ce que cela concerne uniquement le RNCP CPF? Alors, la question est un peu floue. Alors, on va reformuler. En fait, Exactement. dans le cadre de l'échantillonnage, un auditeur doit en fait essayer de prendre un échantillon d'action qui est représentatif. Et c'est pas toujours facile parce que ça veut dire quoi être représentatif? Eh bien, on va déjà s'intéresser à vos thématiques de formation. Est-ce que je fais des langues et ou de la bureautique et ou du management et ou je ne sais quoi de la cybersécurité? Et derrière ça, on va devoir s'intéresser en termes de volumétrie, stagiaire ou chiffre d'affaires, ben, qu'est-ce que représente chacune des thématiques? Donc là, on va essayer d'avoir déjà une représentativité de thématiques de formation. Derrière ça, on va aussi avoir une représentativité de méthodologie pédagogique. Est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, du e-learning ou du blended? Donc là aussi, il faudrait qu'on arrive à avoir un peu quelque chose qui représente tout ça. Est-ce que vous faites de l'intra? Est-ce que vous faites de l'inter-entreprise? Là aussi, deux choses différentes. On peut aussi s'intéresser en termes de représentativité de votre échantillon sur les financements. Est-ce qu'il y a du CPF, du financement entreprise, du financement particulier, du financement région, du financement transition pro, bon, bref, que sais-je encore. Donc, lorsque nous savons qu'un auditeur va prendre 2 ou 3 actions, 4 sur les audits très longs, peut-être au maximum par catégorie, ben, c'est vrai que quelque part, il y a une certaine représentativité, mais ce n'est pas forcément tout. Et en plus, l'auditeur doit s'assurer que dans son échantillon, il va prendre des actions qui lui permettront d'auditer tous les indicateurs spécifiques. Typiquement, si je fais de l'alternance, je ne peux pas, même si je n'en fais qu'un petit peu, je ne peux pas ne pas auditer une action d'alternance, même si elle ne représente rien dans mon chiffre d'affaires, parce que l'alternance ouvre l'indicateur 13 et l'indicateur 28. Je ne peux pas ne pas vous auditer sur du RNCP, parce que si je ne le fais pas, eh bien, je ne vous auditerai pas sur les indicateurs 3, 7 et 16. Donc, je peux être audité sur des actions qui sont RS, qui n'ouvrent pas d'indicateur spécifique. Mais en fait, voilà, toute la difficulté de l'auditeur, c'est de bien vous découvrir, de bien vous connaître lors de la réunion d'ouverture, quand vous présentez plus votre présence digitale et votre BPF, pour essayer de faire en sorte que l'échantillon lui permette d'ouvrir le maximum d'indicateurs auditables possibles. Merci Marc. Bonjour, est-ce que le suivi pédagogique peut être délégué intégralement aux sous-traitants et quelles modalités de contrôle doivent être mises en place par l'OF? Pardon. En fait, vous sous-traitez bien ce que vous voulez. Il y a une chose qui ne peut pas être sous-traitée, c'est la fonction centrale pour les multisites. Dès lors que vous sous-traitez quelque chose, l'indicateur 27 vous précise que vous devez mettre en œuvre un certain nombre de modalités de contrôle pour vous assurer du respect du référentiel. Malheureusement, en tant que certificateur, on ne peut pas vous conseiller sur ce qu'il faut faire, même si quelquefois ça nous démange. Alors, on revient à la question du NDA qui fait quand même beaucoup parler, notamment sur les interventions rares, entre guillemets. On me demande beaucoup, est-ce que les sous-traitants qui interviennent rarement, donc moins de 30 jours par an, doivent avoir un NDA? En fait, alors là, il faut aller au bout du vocabulaire. Lorsqu'on dit intervenant ponctuel moins de 30 jours, tout de suite, on a une petite lumière qui s'allume dans notre cerveau
et il peut en avoir besoin en ce moment, c'est qu'en fait, généralement, la personne fait référence à ce qu'on appelle les formateurs occasionnels. Et un formateur occasionnel a un statut de salarié, donc en fait, ils ne sont pas concernés par le NDA. Euh, alors, encore une question que je découvre. Comment s'articule le déploiement d'une action de formation sur un site en lien avec la labellisation Calliope? Faut-il d'abord avoir lancé des actions de formation ou faut-il d'abord la certification et sur quel type d'action de formation? Bon, la fin de la question est un peu euh, accessoire, mais est-ce qu'il faut d'abord lancer son action, puis être certifié, ou être certifié et lancer son action? Enfin, en fait, alors, si je comprends bien la question, on revient au nouveau texte de loi qui nous dit qu'une action, il faut avoir mis en œuvre une action ou à minima qu'elle ait débuté pour des actions longues, même s'il n'y a pas de définition d'action longue dans les textes, pour pouvoir être auditable sur la certification nationale de qualité. Donc, une mise en œuvre terminée ou en cours est un minimum pour pouvoir être audité pour Calliope. Merci. Alors, une question, ça, on l'a jamais eu. Pourra-t-on avoir une attestation de présence à l'issue de ce webinaire? Je vois que certains veulent soigner leur développement des compétences, ça c'est le 22, et leur veille légale et réglementaire, c'est le 23. Non, nous ne produisons pas d'attestation de présence ou d'attestation de réalisation, puisque le webinaire est proposé à titre gratuit. Maintenant, si vous voulez bien payer des webinaires, on en fera bien évidemment. Par contre, nous savons que Benjamin, qui coordonne après l'envoi, la diffusion de nos webinaires et des supports et des replays, et bien en fait adressera à toute personne qui s'est connectée un lien pour le replay et également un lien et ou le support directement. Donc vous pourrez toujours valoriser comme un élément de preuve pour votre indicateur 23 de veille et ou votre développement des compétences sur le 22. Merci. Deux questions Donc, tu peux faire la quête à intéressantes. la fin de la séance, Louis, si tu veux. Question intéressante. Est-ce qu'on revoit obligatoirement le même auditeur lors de l'audit de renouvellement qu'à l'audit initial et à la surveillance? Allez, je vais me faire un peu taquin parce que l'heure du déjeuner approche. Est-ce que je reverrai le même prof ou le même formateur que j'ai eu il y a 2 ans? Si tant est qu'il soit là, qu'il soit pas à la retraite, peut-être. En fait, l'ISQ essaye, lorsque possible, de privilégier une certaine continuité entre les différents cycles d'audit. Ce n'est pas toujours possible parce que bien sûr, il y a des personnes qui arrêtent leur activité, d'autres ont eu des réorientations professionnelles et ont arrêté leur rôle d'auditeur. Et on a aussi quelquefois, et nous savons, certains organismes de formation qui ne souhaitent pas avoir tel ou tel auditeur pour différentes raisons. Certains auditeurs ne peuvent plus peut-être aussi auditer parce qu'il peut y avoir un potentiel conflit d'intérêt qui n'existait pas hier et qui existe aujourd'hui. Donc il n'y a pas de règle. On essaye d'avoir une certaine continuité, mais celle-ci n'est pas garantie et n'est même pas garantissable en fait. Merci. On finit avec deux dernières questions, dont une qui est particulièrement intéressante. Donc, on est dans le cas d'un nouvel entrant qui doit mettre en œuvre une action pour pouvoir être auditable. Et donc, cette question vaut aussi pour les extensions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire une formation très courte et est-ce qu'on peut faire une formation gratuite? Oui, j'aurais du mal à me prononcer. Maintenant, il faut un minimum de contractualisation. Donc, il faudrait regarder dans le cadre d'une formation gratuite ce qui va être fait. Enfin, la mise en œuvre sur un site n'est pas forcément aussi évidente que ça, quand on est sur une extension de site. Faire une formation gratuite, si tant est que l'action présentée présente quand même les caractéristiques d'une action de formation professionnelle, qu'on ne soit pas sur une séance d'information, sur une séance de sensibilisation. Donc, on pourrait à minima regarder ça. Par contre, c'est à mon sens impossible puisque pour obtenir votre NDA, vous êtes censé de toute façon présenter à la DRIET sur l'adresse
eh bien, la convention, le contrat de formation. Donc, on peut supposer que pour obtenir votre NDA, vous avez bien eu une première relation commerciale. Et donc, on ira auditer à minima l'action que vous avez présentée, qui a été contractualisée et financée ou sera financée pour obtenir votre NDA. Donc, en fait, la question ne se pose pas. Dernière question. Lors de notre dernier audit, l'auditeur nous a demandé un ensemble de pièces au préalable, l'ensemble des processus, des procédures et des documents support. Devait-on les lui fournir? En fait, il n'y a pas de règle. Est-ce que vous avez le droit et ou l'obligation? Je pense que lorsqu'un auditeur va solliciter un prestataire en amont, c'est pour parfaire ou en tous les cas avoir une meilleure connaissance de l'organisme en amont. Donc c'est vrai que, à mon sens, ça ne peut être que positif s'il a une meilleure compréhension parce que vous perdrez peut-être moins de temps à le expliquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun texte de loi, il n'y a pas de décret, d'arrêté ou de questions-réponses du gouvernement qui impose de communiquer en amont. Ça me paraît bien, je dirais que qu'est-ce que l'on fait à minima en tant qu'auditeur? Lorsque Raphaël et moi, on va auditer, qu'est-ce que tu regardes avant toi, Raphaël? Alors déjà, on regarde le BPF, je demande s'ils peuvent me transmettre leur dernier BPF pour voir du coup si déjà il n'est pas à zéro, s'il y a des actions de formation, s'il y a du RNCP, du bilan de compétences, de l'apprentissage, de la VAE, de la sous-traitance, tous ces éléments-là, on peut le lire à travers le BPF. Également, une liste des dernières actions qu'ils ont préparées. Ça, c'est la loi, ouais. Ce qu'ils font, comme tu l'as dit, pour avoir un échantillonnage représentatif en amont sur les 3 derniers mois, qu'est-ce qu'ils ont surtout fait? Par exemple, s'ils font des langues et qu'ils font 90 séances d'anglais et une séance de suédois, je vais pas aller auditer du suédois, je vais auditer de l'anglais. Et, euh, et après, voilà, de remplir le plan d'audit aussi les personnes qui vont être présentes et que potentiellement nous pourrions rencontrer lors de l'audit. Et après, l'auditeur a accès à quoi d'autre? Il va avoir accès, si on est sur du renouvellement de la surveillance ou de l'extension, il aura accès aux audits précédents, aux rapports d'audit précédents, qui lui permettront de parfaire sa connaissance. Et nous avons bien sûr accès à votre présence digitale, si tant est que vous ayez un site internet ou des landing pages que vous utilisez pour communiquer. Donc, pas d'obligation, mais je trouve que ça, alors après, peut-être que je vois les choses d'une façon trop positive, mais je trouve que ça concourt plutôt à un renforcement de la connaissance et de l'appréhension du prestataire qui me semble que positive. Il nous reste 1 minute. Bon, deux questions. On va en prendre deux dernières. L'ISQ fait-elle des audits blancs pour le renouvellement? Alors, en tant que certificateur, l'ISQ certification n'a pas le droit de mettre en œuvre un audit blanc, puisque l'audit blanc n'est autorisé pour les certificateurs qu'en amont de l'audit initial. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, même si nous ne communiquons pas, nous avons la structure ISQ Expertise. C'est la casquette rouge qui est tout à fait en capacité de mener, et je vous rassure, qui n'arrête pas de mener des audits blancs et ou accompagnement en lien entre autres avec Calliope et pas que. Mais ce webinaire n'est pas le lieu pour en parler, malheureusement. Et dernière question, donc j'ai cherché un peu pendant le webinaire parce que ça m'intriguait. Est-ce que vous connaissez les contrôles du GIE D2OF? Oui, alors D2OF, hein, plus connu anciennement sous le nom de Datadoc. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir plein de contrôles lorsque vous êtes un organisme de formation. Il y a bien sûr les audits Calliope et vous pouvez tout à fait être audité par ex-Datadoc. Ils sont tout à fait habilités à le faire. Vous pouvez être aussi contrôlé par les services de Transition Pro, si tant est que vous délivriez des formations financées par Transition Pro. Vous pouvez être aussi contrôlé par n'importe quel financeur en direct, comme Pôle emploi, la région. Quand vous travaillez comme la Croix-Rouge dans le milieu sanitaire et social, vous pouvez être aussi contrôlé par l'ARS, la Haute Autorité de Santé. Donc, en fait, bien, et vous pouvez aussi être contrôlé par les DRETS, hein, tout simplement, sur le respect d'obligations de formation. Donc, ces contrôles existent, sont tout à fait possibles et normalement, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Merci.
Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à Louis, à Benjamin pour la coordination, la mise en œuvre. Merci bien évidemment à mon compère, on n'a pas changé hein, de toujours, Raphaël, ravi. Nous allons réfléchir à pouvoir peut-être proposer un webinaire spécifique en lien avec le futur décret, mais aussi aller un petit peu au-delà et faire quelques rappels fondamentaux sur la sous-traitance et les différents statuts potentiels des intervenants. Merci à toutes et à tous. Belle journée et on se retrouve dans un mois normalement. Et sinon, si vous avez des questions, Audit Blanc, vous connaissez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter. À très bientôt. Au revoir.